Je suis le garant constitutionnel du bon fonctionnement des institutions. Je ne trahirai donc jamais mon serment. Ce journal vous est offert par Our bank is my bank. Ce journal vous est présenté par Lisette Kenga Kelekelo. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, 26 millions de dollars américains, c'est le montant affecté pour la modernisation de l'ancienne tour du Grand Hôtel Kinshasa. Une année après le lancement des travaux, le bureau du Sénat a effectué une visite guidée. Question de s'imprégner de l'évolution des travaux. Et puis la rétrospective de la semaine, comme chaque dimanche, nous reviendrons sur les faits d'actualité qui ont marqué cette semaine qui s'achève avec les activités du gouvernement, notamment sur le plan sécuritaire et social et économique. Fermé au public depuis 2008, l'ancienne tour du Grand Hôtel Kinshasa subit des travaux de modernisation au standard international lancés au mois de mai de l'année 2012 pour un coût global de 26 millions de dollars américains. Une année après, le bureau du Sénat, conduit par son président Léon Kengo-Adondo, veut s'imprégner de l'évolution de travaux. Une visite guidée avec l'administrateur délégué général du Grand Hôtel Kinshasa, Romain Felbert. Reportage Omer Mokinda, Blaise Engda sur des images de Eric Manouka. Dans les tout prochains jours, l'ancienne tour du Grand Hôtel Kinshasa en pleine modernisation va faire peau neuve, telle que le signifie même la maquette. Pour mieux être informé sur l'avancement des travaux, le bureau du Sénat conduit par Léon Kengo-Adondo, le président, voulait avoir des explications auprès de l'administrateur délégué de cet hôtel. Démarré les 30 mai 2012, les travaux qu'exécute l'entreprise italienne Consoni avancent bien. Tous les matériaux sont en place pour la rénovation de cette ancienne tour du Grand Hôtel. Déjà, les travaux sur la plomberie et l'électrification connaissent une accélération. Selon les explications de l'administrateur délégué du Grand Hôtel à ses hôtes, à travers la vidéoprojecteur, il faut rénover 200 chambres, des bars, restaurants et autres services répondant aux standards internationaux. Des innovations que Romain Felbert dévoile au grand public. Nous aurons une capacité complémentaire de 200 chambres, ce qui portera la capacité de l'hôtel à 430 chambres. Mais surtout, nous aurons 4 nouveaux restaurants, dont un restaurant gastronomique. Nous aurons un bar sur le toit qui sera extrêmement accueillant et ouvert avec sa vue sur le fleuve. Et nous aurons une cuisine complètement moderne, donc des espaces extérieurs aussi avec des terrasses. Donc c'est une partie importante de l'hôtel qui va être réouvert d'ici cet automne. Impressionné par la qualité de ce que sera l'ouvrage, le président du Sénat, Léon Kengo-Adondo, qui a personnellement touché au confort qu'offre déjà le 6e niveau de ces bâtiments en pleine rénovation, sort satisfait. Mais je dis que quand ça sera achevé, ça sera quelque chose de splendide. Et ils y ont mis de moyens, 26 millions de dollars. Et en septembre, tout est terminé. Kinshasa va s'habiller de sa belle robe. Et qu'est-ce qu'il faut encore? J'ai le tournis en visitant. La République démocratique du Congo, un géant qui se réveille, veut se doter d'infrastructures hôtelières modernes répondant ainsi aux normes internationales. Les étoiles du Grand Hôtel Kinshasa brilleront avec un grand éclat. Le droit international humanitaire au centre d'une grande séance de diffusion organisée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR en début de week-end à l'université de Kinshasa. Le CICR qui a par la même occasion remis une mini-bibliothèque au centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique centrale, CRIDAC, de la faculté de droit de l'UNIKIN. Blaise Ainda nous en parle.
Ce procès fictif sur le droit international humanitaire présenté par la troupe Cassation Toge Noire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa aura été l'un des moments forts de la journée consacrée à une séance de diffusion du droit international humanitaire à l'intention des étudiants de la première licence en droit à la faculté de droit de l'UNIKIN. L'ambiance est tout aussi studieuse que joviale. Les orateurs ont brillamment exposé sur les signaux caractéristiques du droit international humanitaire, les conflits armés en DIH, les personnes protectrices en droit international humanitaire, dont la population civile, journalistes, personnel médical et religieux, pour ne citer que celle-là. Le professeur Raphaël Nyabirungu Mwenesonga, doyen de la faculté de droit, est satisfait. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion d'invoquer le droit international humanitaire et surtout d'assurer à nos étudiants, à notre jeunesse, un enseignement de qualité sur une discipline juridique que nous considérons comme essentielle pour la dignité humaine lors des conflits armés. Le CICR, Comité international de la Croix-Rouge, qui veut booster les avancées dans le domaine, a remis par Annick Bouvier, coordonnatrice en communication, une riche bibliothèque savante au Centre de recherche interdisciplinaire pour la promotion et la protection des droits de l'homme en Afrique centrale, CRIDAC, du professeur Dieudonné Kalindié Biangira. C'est vraiment une bibliothèque savante. Les étudiants ont été suffisamment outillés. On nous a appris les règles de la guerre, on nous a appris pas mal de choses que beaucoup de gens dans notre faculté ignoraient, mais également on nous a déposé un manuel des droits internationaux humanitaires. Le professeur Kalindié Ragayardi, lui, dont la candidature comme membre de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, pour le groupe des universitaires est soutenue et recommandée par Monseigneur Tarsis Chibangu, président du conseil d'administration des universités, et même l'association de professeurs de l'université de Kinshasa le soutient. Marie-Joséphine Idzumbui Rassop a aussi le même soutien. 2 pièces de l'intelligentsia. Et toujours à l'université de Kinshasa, la faculté de Polytechnique, en collaboration avec le ministère du Genre, a organisé une journée de sensibilisation sur le thème « L'apport de la femme ingénieure dans la reconstruction d'un pays ». Ce, en vue de sensibiliser les femmes à opter pour la Polytechnique et le métier d'ingénieur. Rachel Massengou, reportage. Malgré toutes les capacités qu'elle possède, la société africaine a toujours limité la femme pour son intégration dans certains domaines, notamment les domaines techniques. C'est dans ce cadre que la faculté de Polytechnique de l'université de Kinshasa, appuyée par le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant, a organisé cette journée de sensibilisation pour amener les femmes à opter pour cette faculté et le métier d'ingénieur, surtout en ces moments où la République démocratique du Congo est en pleine reconstruction. Malgré que la culture congolaise entretient un antagonisme permanent entre les mots ingénieur et femme, la reconstruction est l'affaire de tous. Il revient aux femmes de saisir toutes les opportunités saines pour participer à plusieurs projets de reconstruction en partageant leurs connaissances et expériences. La femme, pourvu qu'elle ait les aptitudes, pourvu qu'elle ait les capacités, elle peut faire tout en fonction de ses capacités. Être femme ou être homme, c'est tout simplement une couverture, une armure qu'on nous donne. Je suis réaliste. Je connais les difficultés que la reconstruction de notre pays rencontre, parce que nous devons d'abord cultiver la loyauté, la bonne gouvernance, l'amour du prochain, l'amour de notre pays. Nous devons d'abord aimer beaucoup notre pays pour être capable de le reconstruire dans de bonnes conditions, c'est-à-dire de façon rentable, en qualité et en finance. Le nouveau gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo, a été reçu par la communauté Emba, regroupée au sein de la mutuelle d'entraide Chibunge. Une occasion pour les membres de cette mutualité de féliciter le gouverneur de la Banque centrale du Congo et lui souhaiter un fructueux mandat à la tête de cette institut d'émission. Rita Bitotashika et Jacques Kaboy. C'est autour de la piscine du fleuve Congo Hotel que les ressortissants Emba, regroupés au sein de la mutuelle d'entraide Tebunge, qui signifie
Unissons-nous se sont retrouvés pour fêter la nomination d'un des leurs à la tête de la Banque centrale du Congo. Deogracias Mutombo Mwananyembo, c'est de lui qu'il s'agit, a été nommé comme gouverneur de la Banque centrale du Congo au terme de l'ordonnance présidentielle du 14 mai 2013. Un événement qui n'a pas laissé indifférente l'association Twibunge qui, par le biais de son coordonnateur Kaozi Isidore, a tenu à féliciter ce digne fils du territoire de Kongolo dans le Katanga. Les membres de Twibunge, notre mutuelle d'entraide, partout ils peuvent se trouver, vous présentent leurs fraternelles félicitations et vous souhaitent un mandat fructueux à la tête de cette grande et importante institution qu'est la Banque centrale du Congo. L'hôte du jour, ému par ce geste d'amour lui témoigné par sa communauté, a d'entrée des jeux remercié le chef de l'État Joseph Kabila Kabange pour le choix porté sur sa personne afin de présider aux destinées de cet institut des missions, avant de promettre de ne ménager aucun effort pour remplir la mission lui assignée. Car en jetant son dévolu sur ma modeste personne, son Excellence Monsieur le Président de la République a une fois de plus honorer le peuple Emba. Qu'avec votre concours, de grandes réalisations seront à l'actif de mon mandat, et ce, pour l'honneur de notre pays en général et notre communauté en particulier. Ainsi donc, pour l'association Twibunge, par cette réception, Deogracias Mutombo Mwananyembo vient d'être élevé au rang des plus grands dans la cour de grands. Et pour l'honorer, des présents lui ont été remis par sa communauté, une façon de lui souhaiter un mandat fructueux à la tête de la Banque centrale du Congo. La rétrospective de la semaine, vous le savez, le ministre de l'Intérieur et des Centralisations et Affaires coutumières, Richard Mouyej, a eu une séance de travail avec les députés provinciaux et les éléments de la police nationale congolaise du Nord Kivu. Il a appelé les uns les autres à soutenir les efforts du gouvernement pour la sécurité et à respecter les institutions de la hiérarchie. C'était donc lors de sa visite de travail à Goma, dans le Nord Kivu. Hortense Tabako pour le reportage. La population du Nord Kivu appelait à soutenir les efforts des forces armées de la RDC et à la cohésion nationale. L'appel est du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej Mangez-Mans, qui reconnaît que les habitants du Nord Kivu doivent être réconfortés en cette période où les groupes armés et forces négatives restent encore actifs dans la région. Richard Mouyej a conféré avec les députés provinciaux, les délégués du Baraza Lawazé. Il a également réuni les commandements de la police nationale du Nord Kivu sur le respect des instructions de la hiérarchie et la discipline qui doivent caractériser les éléments de la PNC. Le commissaire général de la police, le général Charles Bisengimana, revient sur l'essentiel de cette rencontre. En fait, nous sommes venus voir la population de Goma pour demander à la population de Goma de pouvoir soutenir les efforts de FARDC. Et demander à la population de Goma également de garder l'unité nationale pendant cette période de trouble, que la population garde son unité et qu'elle évite les divisions, parce que c'est de ça que cherche l'ennemi pour pouvoir affaiblir la population du Nord Kivu. Le deuxième message par rapport aux unités de la police et les autres services, c'est aussi garder l'unité et beaucoup plus être tout près de la population. Pour sceller l'esprit d'unité, de cohésion entre les éléments de la police, un repas de corps a été partagé. Et sur le plan économique, la République démocratique du Congo devra désormais être perçue comme un des pays africains où il est aisé d'investir. Et cela grâce à la mise en place du guichet unique de création d'entreprises qui a été inauguré le mercredi dernier par le Premier ministre Augustin Matata Ponyo. Et cette action qui s'inscrit dans la dynamique du gouvernement, des réformes destinées à améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Rita Bitota Shikai, reportage. Le processus de création d'entreprises en République démocratique du Congo était un parcours des combattants. Seuls les tenaces et les endurants arrivaient à réussir. Désormais, ce n'est plus le cas avec l'avènement du guichet unique de création d'entreprises. Véritable matérialisation de l'une des réformes importantes engagées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires en RDC. C'est le Premier ministre Augustin Matata Ponyo qui a procédé à l'inauguration de ce guichet. Le gouvernement croit au secteur privé.
Conformément à la volonté du président de la République, le secteur privé doit être au centre de la croissance économique. Le secteur privé doit être au centre du développement économique. Le secteur privé doit être au centre de la création d'emplois. Le directeur général du guichet unique de création d'entreprises Amissi Eradi a indiqué que depuis le début de ses activités, le guichet unique de création d'entreprises a déjà traité 88 demandes d'entreprises. Pour tout dire, il s'agit d'un service de facilitation du processus de constitution d'entreprise. 3 services intervenants importants qui sont intégrés, à savoir l'office notarial, pourvu d'été notaire, les greffes d'immatriculation au registre de commerce et du crédit immobilier, ainsi qu'un centre d'ordonnancement de la DGRAT. Créé par décret signé par le Premier ministre numéro 12/045 du 1er novembre 2012, le guichet unique de création d'entreprise est un centre unique d'accomplissement rapide des formalités essentielles de création d'entreprise, personnes morales et physiques. Pour Wivin Mumba, ministre de la Justice, dont l'autonomie administrative et financière de ce guichet est placée sous son autorité, c'est un tournant décisif dans l'amélioration du climat des affaires. La RDC devra être perçue désormais comme l'un des pays africains où il est aisé d'entreprendre et de développer des investissements, dès lors qu'il est désormais possible de créer une entreprise dans un délai réduit de 3 jours au maximum et à un coût réduit et dont la sommation ne devrait pas dépasser le montant de $150 américains. Ainsi donc, ce n'est plus un rêve. En 3 jours et à moindre coût, créez votre entreprise ou établissement. Et puis c'est le vendredi qu'ont démarré au Maroc, précisément à Marrakech, les 48e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, un événement placé sous le thème la transformation structurelle de l'Afrique. 2500 représentants et chefs d'État de différents pays ont pris part à ces travaux. L'objectif poursuivi à travers ces assises était de transformer la croissance économique du continent africain. Compte rendu avec notre envoyé spécial, Elvis Ngwala. Plus de 2500 personnalités participent à cette grande rencontre du continent africain, dont des chefs d'État. Ces 48e assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, un événement placé sous le thème « La transformation structurelle de l'Afrique ». La délégation de la République démocratique du Congo est bel et bien présente. Le ministre délégué chargé des Finances, Patrice Kitebiti-Bonvoul, est au premier rang. Cette édition doit mettre tout particulièrement l'accent sur la nécessité pour l'Afrique de transformer sa croissance économique en transition économique, véritablement durable et partagée dans les 50 prochaines années. Dans son mot d'ouverture, le président du groupe de la BAD, Donald Kaberuka, a évoqué 3 défis. Pour la BAD donc, les défis principaux sont bien identifiés. Un manque criant d'infrastructures, que ce soit dans les transports, l'énergie, l'eau ou les télécommunications, la base de toute croissance, le manque d'intégration économique régionale avec des marchés nationaux encore trop fragmentés et les poches de fragilité extrêmes qui persistent à travers le continent. Ces assemblées annuelles de la BAD sont aussi porteuses de bonnes nouvelles, parvenues de la dernière édition du rapport annuel sur les perspectives économiques en Afrique, publié conjointement par la BAD, le Centre de développement de l'OCDE, la Commission économique pour l'Afrique et les programmes des Nations Unies pour le développement. Un rapport international qui annonce un taux de croissance en 2013 de près de 5% pour l'ensemble du continent africain. Une réalité positive qui n'a pas empêché à tous les intervenants de réfléchir 2 fois. Il faut que les continents poursuivent des investissements dans ces infrastructures pour espérer poursuivre sur cette voie. L'une des grandes questions à la clé de ces assises, la restauration ou non du siège de la Banque africaine de développement à la Côte d'Ivoire. La question reste pendante et la réponse est très attendue. Et retour au pays où le barrage hydroélectrique de Chopo en province orientale est en danger. Le dispositif appelé Note de la musique laisse échapper des fuites suite à sa défection. Rapport fait au vice-premier ministre et ministre du budget, Daniel Mukoko Samba, qui a visité le barrage ainsi que les installations de la Société nationale d'électricité et de la Régie des eaux. C'était lors du séjour de travail de la délégation qu'il a conduit en province orientale. Retour sur ce reportage de Rita Buto Tashikai. Cette tôle lutte entre la pression de l'eau et l'attaque de la corrosion.
véritable danger pour le barrage hydroélectrique de la Chopo et peut même faire arrêter les travaux de l'usine de la Régie des eaux. Une situation à laquelle assiste la population de Kisangani avec impuissance et amertume. Avec 24 territoires, la province orientale n'est servie que par 5 centres de distribution, 5 autres sont à l'arrêt. Pour résorber la situation, au vice-premier ministre et ministre du budget, les experts de la Régie des eaux ont fait 2 propositions. Construire la Chopo 2 ou remettre en service les machines inopérationnelles. Sur l'axe énergie électrique, la demande est de 30 MW. Actuellement, les consommateurs ne se contentent que de 19 MW seulement. L'insuffisance du courant électrique est ressentie par les ménages, par les usines et par les mines. C'est au cours de cette séance de travail que le gouvernement provincial a détaillé ses ambitions. Un plan chiffré, cohérent, capable d'attirer les investisseurs a été présenté. Pour une vision futuriste, la province orientale imagine la création des zones économiques spéciales à ses frontières, booster l'agriculture, créer de l'emploi, construire des kilomètres de routes de dessert agricole, lutter contre la faim et assurer l'autosuffisance alimentaire pour sa population. L'industrie du tourisme va également renaître. L'étude a déjà été présentée. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain, c'est à 23h avec Sonia Lukusiamugalou. Bonsoir. Ce journal vous a été offert par How bad is my bag?